Envie de faire journaliste à 14 ans. Je pensais qu'à ça, pour une raison très simple. C'est que j'avais 3 envies profondes. C'était d'écrire, de voyager, et c'était de rencontrer des gens les plus divers possibles, dans les pays les plus divers possibles. Et comme mes parents n'étaient pas riches, j'ai dit que le seul moyen de faire ça, c'est le journalisme. Mais je ne mettrai jamais sur le même plan, comme essayent de le faire certains, un militant communiste et un militant nazi. Ça n'a strictement rien à voir. Je parle d'un militant communiste qui est fidèle aux idéaux communistes. Et ce que j'appelle les idéaux communistes, ce n'est évidemment pas la Mitterrandie, c'est Karl Marx, c'est Engels, c'est des gens comme ça. Enfin, c'est vrai que Cohn-Bendit était un symbole très intéressant de révolte, et j'étais assez étonné qu'il se lève devant De Gaulle pour se coucher devant Macron. Est-ce que c'est Berkoff qui est devenu plus de droite, ou est-ce que c'est la France qui s'est gauchisée ? Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian. Aujourd'hui, un invité que j'avais envie de recevoir depuis pas mal de temps. Bonjour André Berkoff. Bonjour Greg. Comment vas-tu ? Très bien. Malgré cette mise en garde de l'Arcom. Ah, écoutez, cette mise en garde de l'Arcom m'honore. C'est vrai, t'honore ? Mais oui, parce que quand on quitte les passages cloutés, ça devient plus intéressant, on respire mieux. Ouais. C'est ça. Pourtant, après la carrière sulfureuse que tu as eue, que l'Arcom puisse encore t'honorer avec tout le vent sulfureux que tu as soufflé pendant toutes tes années, ça paraît. C'est vrai, mais moi, si ça n'avait pas été écrit, mon autobiographie se serait appelée Autant n'emporte le vent. Ouais. Parce que j'aime bien ça, j'aime bien charrier, si tu veux, des effluves, des choses et faire transmettre, comme on m'a transmis. Parce que tu n'es rien si tu commences pas à recevoir, si tu commences pas à apprendre, si tu commences pas à ingurgiter des choses quand t'es gosse, quand tu vas avec tes profs, les livres et tout ça, honnêtement. J'aurais rien été si j'avais pas eu les livres, si j'avais pas eu un certain nombre de profs, et si j'avais pas vécu dans un environnement qui était un environnement où on était critique d'abord envers soi. Et des influences aussi, peut-être ? Beaucoup d'influences, mais les livres, beaucoup plus que des gens. Ouais. J'ai pas été influencé par les gens. J'aime bien rencontrer, j'adore les gens. Mais j'ai été influencé par des auteurs. T'as pas eu un modèle ? Tu t'es dit, je veux faire ce métier de journaliste parce que je veux être lui ? Non, j'ai eu envie de faire journaliste à 14 ans. Je pensais qu'à ça, pour une raison très simple. C'est que j'avais 3 envies profondes. C'était d'écrire, c'était de voyager, et c'était de rencontrer des gens les plus divers possibles, dans les pays les plus divers possibles. Et comme mes parents n'étaient pas riches, j'ai dit que le seul moyen de faire ça, c'est le journalisme. Donc à 14 ans, vraiment, je pensais qu'à ça, et j'ai fait ce que j'avais envie de faire, ce qui est quand même pas une mauvaise... c'est pas un privilège, mais disons que ça s'est plutôt bien passé. Pas trop mal passé, en tout cas, pour le moment. Alors quand on regarde ta page Wikipédia, il y a marqué, je lis la première ligne, André Berkoff est un journaliste et écrivain français né le 12 décembre 1940 à Beyrouth, au Liban. Il s'inscrit depuis les années 2010 dans la mouvance complotiste et identitaire après avoir été longtemps proche de la gauche. Tu n'as pas été de gauche. Tu as été proche de la gauche. Écoute, je vais te dire, je considère que Wikipédia est une espèce de... Je ne sais pas qui a rédigé ça, mais je suis assez content que les analphabètes aient droit de citer. Donc, pourquoi les analphabètes n'auraient pas le droit et les rachitiques du bulbe n'auraient pas le droit d'être à Wikipédia Après, si ça les amuse, moi ça me plaît. Tu sais, j'ai une phrase que j'aime beaucoup de Kurnansky, non, de Courteline, pardon. Il disait « Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet ». Donc, si tu veux, la gauche, tout ça, j'étais voisin. Voisin, j'adore. J'étais proche de la gauche. C'est-à-dire, j'habitais l'immeuble Mitoyen et il y avait le quartier général de la gauche qui était là. Et je passais de temps en temps parler à la concierge. Tu vois, les conneries qu'on peut entendre. Mais moi, c'était pas ça du tout. Moi, en fait, si j'allais, et on va aller vraiment au fond des choses, Greg, moi, j'ai grandi avec un père qui était bolchevique, qui était stalinien. Au sens, non pas, attention, stalinien, c'est pas le caractère stalinien, il était amoureux de Staline, je rappelle, c'était les années 50, 60 et compagnie, et il était vraiment, alors qu'il vivait une vie de petit bourgeois, mais il était vraiment communiste au sens, comment te dire, c'était à l'époque, tu sais, c'est le messianisme, le prolétariat, c'était qui allait changer le monde. Et c'est pour ça qu'en fait, moi qui n'ai jamais été communiste, qui n'ai jamais appartenu à un parti,
Mais j'étais très sensible à quelque chose, et je le dis aujourd'hui, c'est que on ne peut pas mettre sur le même plan, non pas les élites et les hiérarchies, parce que les hiérarchies, on sait ce que ça veut dire. Elles changent je dirais, de conviction comme de chemise. Mais je ne mettrai jamais sur le même plan, comme essayent de le faire certains, un militant communiste et un militant nazi. Ça n'a strictement rien à voir. Je parle d'un militant communiste qui est fidèle aux idéaux communistes. Et ce que j'appelle les idéaux communistes, ce n'est évidemment pas la Mitterrandie, c'est Karl Marx, c'est Engels, c'est des gens comme ça. Et puis surtout, les anarchistes de gauche. Moi, je me sens très anarchiste, très quelqu'un qui dit, attendez, il n'y a pas de vérité révélée. Il n'y a pas d'idéologie à laquelle il faut appartenir. Il n'y a pas cette espèce de formidable « Ah oui, alors tu vas suivre la ligne juste du parti ». Je n'ai jamais été un pêcheur à la ligne juste. Ouais. Mais derrière la caricature qu'ils font, tu vas pas quand même ne pas reconnaître qu'il y a eu un tournant un peu à droite pour toi. Est-ce que c'est Berkoff qui est devenu plus de droite ou est-ce que c'est la France qui s'est gauchisée? Ou est-ce que c'est les deux ou aucun? Je crois que le monde, pas seulement la France, a changé complètement. Moi, vraiment, et c'est pas pour jouer au pur et dur au roc de Gibraltar qui n'a même jamais bougé. Je n'ai pas l'impression, mais vraiment à aucun moment, d'avoir changé sur les choses les plus importantes, qui est quoi? L'amour de la justice, la détestation de l'hypocrisie, je vomis sur l'indignation à géométrie variable, je conchis l'indignation de poids de mesure. Parce que, ça fait quoi, ça? Ça fait, ah oui, d'accord, ah, ceux-là, c'est les bonnes victimes, ceux-là, ce sont les mauvaises victimes, ah oui, nous avons notre camp, alors là, les martyrs, bravo, les autres, ah non, génocidaires, etc., etc. Formidable. Mais bande de crétins, de manière... Regardez le monde, le monde est composé, hélas, de merde et d'étoiles. Tu as l'extraordinaire de ce qu'on a créé, et puis tu as la boue des massacres, etc., et quand je vois des gens qui disent « Oui, mais ça, on n'en parle pas. On ne parle pas de l'Iran. Oui, mais les féministes, on n'en parle pas de l'Iran. Non, non, mais l'Iran, les filles qui sont massacrées parce elles enlèvent le voile, tabassées, violées, en prison, etc. Oui, mais c'est un autre problème. Non, non, il faut regarder chez nous ce qui se passe, etc. Mais attendez, ou vous êtes indigné par tout ce qui se passe de dégueulasse dans le monde, ou vous la fermez parce que vous êtes effectivement dans l'idéologie et vous êtes les curés d'une chapelle, ou vous êtes les marchands de tapis d'une politique. Voilà. Il faut savoir où on est vraiment un citoyen de l'universel, et donc on regarde tout ce qui se passe. C'est ça. Où on est une espèce de curé ou d'ayatollah qui se contente de cultiver son fonds de commerce. Oui, l'internationalisme à géométrie variable, en fait. Voilà. Et c'est ça que je ne supporte pas. Donc quand tu me dis « Ah, tu étais à gauche, tu es passé à droite », mais de quelle gauche on parle? De quelle droite on parle? Voilà, il faudrait quand même essayer d'analyser ça. Alors, tu parlais du Liban tout à l'heure, donc tu as commencé en 60. Comment a commencé ta carrière de journaliste? C'est très simple, je suis allé au plus grand journal libanais de l'époque, qui était un journal francophone, français. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que tu as connu donc, le Liban pré-guerre civile. Absolument. J'ai grandi là. J'avais quitté le Liban bien avant. J'avais quitté le Liban pour la France bien avant la guerre civile, bien avant. J'ai connu un Liban, c'est très intéressant, qui était un Liban, effectivement, de multiculturalisme, de vivre ensemble. Je donne deux exemples, Greg. Par exemple, quand tu avais la messe de minuit à Noël, tu avais une cohorte de gens qui étaient juifs, chrétiens, musulmans, qui allaient à la messe de nuit, parce qu'ils trouvaient ça extraordinaire. Les musulmans allaient à la messe de nuit, les juifs allaient à la messe de nuit? Oui, monsieur. Oui, absolument. Vous pouvez confirmer. Donc, ils allaient à la messe de nuit parce que c'était beau, parce que c'était très intéressant et tout. Et j'allais, moi, qui ne suis pas musulman, à l'iftar de la fin du jeûne du Ramadan. J'y allais, on allait dîner avec mes amis musulmans, il n'y avait pas de problème. Et un jour, ces signes positifs se sont transformés en signes négatifs, et c'est là où ça explose dans, effectivement, le côté obscur de la force. Donc le multiculturalisme, ça peut marcher? Ça peut marcher à partir du moment où il y a un véritable équilibre. Quand une communauté atteint une masse critique, ça peut plus marcher.
À partir du moment où tu sais quelles valeurs on défend, tu sais, on dit « When in Rome, do as the Romans do ». Tu es dans un pays, que ce soit la France ou ailleurs, il y a un certain nombre qui se sont passés, oui, on s'excuse, il y a eu effectivement la royauté, les lumières, les cathédrales, il y a eu la laïcité, il y a eu un certain nombre de choses qui sont extrêmement importantes pour un certain nombre de gens. Et ce n'est pas au nom du fait que nous, on n'est pas d'accord qu'on va imposer, mais la technique des totalitaires, des fascistes, vraiment que ce soit nazi ou de gauche ou de droite, parce que pour moi, le nazisme n'est pas la droite. Pour moi, le nazisme peut être de gauche ou de droite. Pour moi, le fanatisme peut être de gauche ou de droite. C'est pour ça que la gauche ou la droite, elles peuvent emprunter tous les chemins à partir du moment, parce que tu as les marchands qui cherchent le pouvoir et tu as les gens extrêmement sincères qui se font cocufier par les marchands du pouvoir. C'est ça le problème. Donc, voilà, il faut faire très attention. Oui, le Liban de l'époque des années 60, 70, ça marchait. Et puis un jour, on a décidé qu'on voulait autre chose. On voulait autre chose, eh bien, on a 17 ans de guerre et aujourd'hui, on voit où en est le Liban. Et après L'Orient le jour, tu fais Jeune Afrique. Absolument. Je suis arrivé à Paris, je suis resté 1 an et demi, mais ça m'a permis de connaître Cuba. J'ai été pour Jeune Afrique à Cuba. Je n'en parle pas. Et là aussi, c'est pas dans Wikipédia. En 67. 67. Je passe 3 semaines à Cuba. Attends. Et je rencontre Fidel Castro, que j'ai interviewé. Ah oui, donc t'as pas fait que Bachar et Trump. T'as fait Castro. Non. Mais là, tu vois, je t'étale. Je veux faire du name dropping. Non, mais c'était extraordinaire. Je te raconte l'histoire de Fidel Castro. J'ai peur. Savoir comment est-ce qu'on se retrouve déjà interviewé. Je passe 3 semaines là-bas. Je vais à l'attaché de presse de la présidence, j'ai dit j'aimerais bien avoir un interview avec commandante. Voilà l'hôtel où c'était à l'époque, il n'y avait ni Internet, ni portable, ni rien du tout. Puis t'es pas trop connu à l'époque, en plus, un jeune journaliste. J'étais totalement inconnu. Voilà. Donc, oui, mais j'avais tendance à rencontrer, et je vais te dire, ce qui est bien quand tu es curieux, quand tu as envie de rencontrer des gens, tu rencontres. À 20 ans, je fais payé par le Centre culturel italien un truc en Italie. Et qui je rencontre? Parce que je rencontre Fellini, qui venait de sortir la Dolce Vita, qui m'invite dans le Trastevere, où je mange des sublères spaghettis al dente, et il m'a montré les tronches qu'il cherchait pour les castings des films de Fellini. J'avais 20 ans. Et ben ce type, et c'est ça que je vais te dire, la première leçon que j'ai eue, les gens les plus importants que j'ai rencontrés sont les gens les plus simples. Les semi-conducteurs qui cherchent la notoriété sont les plus médiocres. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent qu'à une chose, c'est exister. La tentation d'exister est l'apanage des médiocres. Ça va, tu existes. Quand tu as un type important, ou une femme importante, elle a réglé ses problèmes d'identité. Donc, elle n'est plus là pour te dire « Ah, regarde, moi, c'est moi que je suis quelqu'un d'important. » Tu rencontres un Sartre, comme j'ai rencontré un Sartre. Tu rencontres un Fellini. Tu rencontres un... Ça va. Il te parle comme on se parle là. Parce que je suis sûr que je suis un petit journaliste de rien à 20 ans, mais il n'y a pas de problème. Et j'ai eu cette chance, si tu veux, pendant ces années-là, parce que je reviens sur le Liban. Le Liban, les Français, les écrivains, les chanteurs, les poètes allaient comme ils vont à Toulouse ou à Marseille. Le Liban Beyrouth était une étape nécessaire quand on faisait un tour de chant, quand on présentait un livre, etc. Vraiment, ils venaient au Liban. Donc, moi, ma chance, j'étais rédacteur en chef à 22 ans de la rubrique culturelle du journal L'Orient, qui était le plus grand journal libanais, qui vendait 50 000 exemplaires pour une population de 3 millions d'habitants. C'est pas mal, tu vois. Je m'en rends pas compte, mais je pense. Non, mais tu feras tes calculs plus tard. Ouais. Non. Mais c'était extraordinaire. J'ai rencontré des Pierre Brasseur, mais pas parce qu'ils sont connus, mais parce qu'on passait des soirées incroyables. Il n'y avait pas d'attaché de presse. Il n'y avait pas quelqu'un qui disait « Ah oui, mais attends, je demandais à mon attaché de presse, on donnera un quart d'heure entre tel et tel. » Rien. On passait des soirées incroyables. On allait à Balbec, on allait dans les montagnes, on allait se saouler la gueule. Et ça m'a formé. C'est dingue parce qu'à chaque fois qu'on parle avec des gens qui ont connu une autre époque, on a l'impression que dans les années 60-70, les gens connus étaient beaucoup plus accessibles. Moi, mes parents me disent, alors que c'était des prolos, ma mère me dit avoir rencontré, elle bossait un peu à la télé, mais quand même, avoir rencontré et abordé simplement des gens qui étaient des célébrités de leur époque. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils se sont cloisonnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas ça, ils sont formatés. C'est pas eux. C'est qu'on leur a mis une ribambelle d'attachés de presse, d'éléments de langage, de communication, et puis ils se protègent maintenant, attention. De quoi ils se protègent?
Ils se protègent parce qu'ils sont devenus des produits de supermarché. Donc il faut se protéger si tu es produit de supermarché. C'est-à-dire, ils sont certains sous vide, certains effectivement bourrés d'hormones, etc., etc. Et c'est pas leur faute. Tu as des gens formidables aujourd'hui, comme tu avais hier. Moi, je dis pas, c'était mieux avant. Tu vois, c'est pas le problème. Je parle juste d'accessibilité, en fait. Voilà. Et cette accessibilité, effectivement, dans les années 60-70, on l'avait beaucoup plus parce que tu n'avais pas cette cohorte et ce système de communicants autour de chaque personne qui devient vedette, star ou autre. Tu vois, donc c'est vraiment intéressant, ça. Donc j'arrive à Jeune Afrique, donc j'arrive chez Fidel Castro, et je te raconte ça, c'était assez drôle. C'est-à-dire chez lui? Non, chez lui, à Cuba. À Cuba. C'était chez lui. Oui, c'est vrai que l'île, c'était sa baraque, plus ou moins. En vrai. Ouais, tu as raison. Non, mais c'est bien, je comprends. Greg Tabibian qui essaye des précisions, il a raison, Greg. Non, si tu veux, et j'avais laissé un mot à la... Et surtout qu'on a des très jeunes qui nous regardent aussi et que... C'est vrai. J'avais laissé un mot au service de presse. Et j'ai dit, écoutez, quand le commandant est à un moment, s'il peut me recevoir, voilà, m'envoyer je suis à l'hôtel, voilà le téléphone de l'hôtel où je suis. 3 semaines se passent, c'était génial. Tu sais, c'est l'époque où on pensait que Cuba, c'était une guerre d'Espagne gagnée. Donc, c'était la pachanga, la salsa, tout ça, c'était incroyable. Quoi. Et bon, et arrive 2 jours avant, je vous rappelle, bon, je vais me coucher 3 heures du matin. Déjà, c'est tard. Le téléphone sonne dans ma chambre. Je décroche et dit, c'est Berkoff. Et j'ai dit, si. Il dit, vous avez demandé une interview au commandant. J'ai dit, oui. Il m'a dit, il vient dans votre lobby. J'ai dit, arrêtez vos conneries. Je pensais que c'était là. Je raccroche. Il me rappelle, il me dit, écoutez, vous avez bien demandé une interview. J'ai dit, oui, mais il est 3 heures du matin. Mais il a un moment maintenant. Il était insomniaque, Fidel. Donc, je prends une douche froide. Je dis, on sait jamais. Et il arrive au lobby avec son aide de camp. Et nous avons discuté de 4 heures à 8 heures du matin avec Castro. Parler de quoi? Tu vois? De tout. La politique, ce qui se passait avec les Américains, les Russes et tout ça. C'était en 67, ce que je te raconte, ouais. D'accord. Et après, attends, à 8 heures du matin, il me dit, qu'est-ce que vous faites maintenant? J'ai envie de lui dire, je veux dormir. Je lui dis, je sais pas. Il m'amène à Pinar del Rio, de l'autre côté de l'île, en hélicoptère. Et puis, il y a une Jeep et on se balade. Enfin, voilà. C'est énorme. Tu vois, c'est formidable. Et quant à ça, et j'avais quoi, 25 ans, 26 ans, et tu rencontres des gens, j'ai rencontré Bourguiba comme ça, très intéressant Bourguiba, qui te parlait des relations Israël-Palestine, tout ça, avec une lucidité extraordinaire. Bourguiba, tu vois, il y a presque 60 ans, 55 ans, te parlait avec beaucoup plus de lucidité que les leaders d'aujourd'hui. Donc, j'ai baigné là-dedans et ça m'a donné 2 choses. À la fois, cette espèce d'envie formidable de décrypter le monde, essayer de le transmettre, et d'en avoir aucune confiance dans les lignes justes, dans les partis politiques, dans les étiquettes, etc. Ouais, justement, tu dis que ça a donné envie de comprendre le monde. C'est justement, si on fait le lien avec ton boulot de journaliste, c'est quoi pour toi la fonction d'un journaliste? D'ailleurs, où est-ce que dans ta vie, tu as estimé que par rapport aux évolutions de la société, le rôle du journaliste, et plus spécifiquement le tien, évoluait? Et que le journaliste, peut-être, n'a pas la même fonction qu'il a eu à une époque. Alors moi, je vais te dire, je crois que c'est le monde qui a évolué, mais je pense que le rôle du journalisme, c'est toujours celui qu'avait donné Albert Londres, mettre la plume dans la plaie. Rien n'a changé de ce point de vue, rien ne changera. Le problème que tu sois sur Internet, sur le numérique, sur le mainstream, sur l'alternative, sur le podcast ou tout ce que tu veux, c'est quoi? Tu es là pour quoi? Pour décrypter le monde et le transmettre. Tu es là, quelle est ta valeur ajoutée? Et aujourd'hui, l'offre, c'est 400 000 canaux, 40 millions de canaux qui sont là en train de bavasser du matin au soir, et c'est bien. Et c'est bien, je suis pas contre. Mais qu'est-ce que tu amènes aux gens? Pourquoi les gens vont te suivre? Parce que ils vont entendre un discours qui va être un discours en disant, ou un discours très franc, ou une enquête, ou quelque chose où tu vas voir et tu dis, regardez les gars, voilà ce qui se passe. Le réel frappe à la porte. La mission d'un certain nombre de gouvernements et de médias, c'est de fermer portes et fenêtres, de se boucher les oreilles, de se boucher les yeux et de dire, attendez, non, c'est pas vrai. Regarde ce qui s'est passé, le Covid, le climatique, la guerre Russie-Ukraine, le Proche-Orient. Non, attendez. Les narratifs, c'est les nôtres. Nous avons les narratifs. Donc vous n'y connaissez rien. Écoutez nos narratifs. Et puis tu as quelques gens qui disent, attendez, mais on n'est pas du tout d'accord, ça se passe pas comme ça. Mais ça, c'est vieux comme le monde. Ce n'est pas nouveau. C'est qu'à un moment donné,
quelqu'un qui dit, écoutez, ça c'est la doxa, ça c'est la règle officielle. Et les mecs et les femmes qui font l'histoire, c'est les gens qui font un pas de côté en disant, oui, attendez, je crois que c'est pas si simple que ça. Il y a quand même des questions qu'on se pose. Et donc, on te dit, quelles questions? Vous n'avez pas de poser des questions? Non, 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 ça c'est sulfureux de vous poser ces questions. Non, non, écoutez, nous on a la vérité, on est le camp du bien. Donc, tu as toujours cette démarche qui existe depuis des siècles, voire des millénaires, et ça continuera à exister, quelle que soit la technologie. On espère, en tout cas. Et là, donc, on arrive fin 60, et il y a un truc qui se passe, qui s'appelle mai 68. Je t'ai entendu encore l'autre jour dire que tu te définis encore comme un 68ard. Non, je me définis comme un jouisseur. 68 arts, ça n'a rien à voir. Je n'ai jamais participé, par exemple, aux chapelles. Merveilleux, tu vois, les trotskistes, lambertistes, maoïstes, machin, etc. Tu vois, magnifique. Tous ces gens-là qui, après, ont couru vers les places. Ils ont découvert l'escalier de service, ils ont découvert la vaisselle en or. Ah, par ici, la bonne soupe, tu vois. C'est-à-dire, la lutte des classes a été remplacée par la lutte des places. Bon, tu vois. Et ça a marché du tonnerre de Dieu. Moi, honnêtement, je n'ai jamais cru à la ligne juste. Jamais cru, je dis, ah voilà, le parti qui a la vérité. Bullshit. Il n'y a pas de parti qui a la vérité. Il n'y a pas de monopole de la vérité. Il y a des questions. Il faut te poser des questions, regarder. Et si ce parti a des choses passionnantes, allez-y, on suit. Mais on suit jamais aveuglément. On n'est pas les militants, mais les gens ont besoin de ça, c'est évident. Hein. Depuis les religions, depuis toutes les mystiques et tout. Mais moi, honnêtement, ce qui m'a plu, je vais te dire, en mai 68, c'est qu'on s'est marré comme des fous. Qu'on a fait l'amour comme des fous. Qu'on rigolait comme des fous. Point qui, ouais. Non, mais je te dis ça, je sais qu'on ne parle pas chez Greg Tabibian de sexualité. Si, on parle de sexualité, on parle non, on s'est beaucoup marré. Ouais. Tu vois, et c'était la fête. Et je vais te dire, une des plus belles choses que j'ai entendues, c'était en juin 68. Donc, De Gaulle avait sonné la fin de la récréation. OK. Bon, les gens s'étaient un peu dispersés, mais il y a eu des moments formidables. Et un jour, je me rappelle rue Mouffetard, je m'appellerai toute ma vie ça. Et je vois une vieille dame qui pleurait comme ça. Je lui dis, mais madame, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose, on vous a agressé? Ah non, non, pas du tout, monsieur. Mais c'est fini et je pleure. Je lui dis, c'est fini quoi? Parce que mai 68 est fini. Il dit, non, non, monsieur, je vais vous dire. Oui, parce que je pouvais parler à tout le monde. Tout le monde venait me parler. Tu n'avais pas cette solitude cloisonnée. Voilà, cette femme qui avait 70, 75 ans pleurait parce que elle sentait que c'était fini, qu'elle a retrouvé la solitude et qu'elle peut parler aux jeunes, aux moins jeunes, etc. Voilà ce qui était mai 68 aussi et dont personne ou très peu parle. Et c'est ça qui est fort. Il y avait une espèce de fusion éphémère, mais vraie. Je sens que la série se manifeste. Là. Oui, il y a eu une petite chute, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est parti le truc. C'est un missile du Hezbollah. Voilà. C'est réel. Donc du coup, les premiers que tu as vu trahir, c'est les 68 arts du coup. C'est pas trahir, je vais te dire. Hein? Il y en a qu'on trahit quand même. Cohn-Bendit, oui. Enfin, c'est vrai que Cohn-Bendit était un symbole très intéressant de révolte. Et j'étais assez étonné qu'il se lève devant De Gaulle pour se coucher devant Macron. C'est intéressant, quoi, comme équilibre, tu vois. Je veux dire, ah ouais. Debout devant De Gaulle et serpillière devant Macron. C'est intéressant. Chacun son itinéraire. Et là, tu arrives aux années 70. Tu bosses dans plein de rédacs. Alors, l'Express. Ouais, L'Express a été important. Pourquoi ça a été important, l'Express? Parce que... L'Express, tu fais ça... 74. C'est ça. 6 ans, 6 ou 7 ans. Parce que tu avais vraiment des pointures. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Françoise Giroud, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jean-François Revel, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Claude Imbert, et même Servan Schreiber. Servan Schreiber, je l'ai moins connu. Mais Claude Imbert a été mon rédacteur en chef. Éric Revel, Jean-François Revel et François Giroud, c'était des gens qui avaient quand même une espèce de talent chevillé au corps, et qui étaient passionnants. Et j'ai fait des enquêtes, et j'ai fait pour l'Express. Vraiment, ça a été une très belle période. Et pourquoi je te dis ça? C'était que j'étais chargé de la rubrique société. Et c'était quoi à l'époque? C'était les routards,
C'était la révolution sexuelle. Donc, je suis allé un peu partout. J'ai suivi la route des routins pendant 4 mois. À l'époque, allez, on fait rêver les jeunes journalistes en truc. Ah, on les mecs qu'on partait envoie 4 avec un mois. iPhone 10 minutes en manif, toi, t'as fait Voilà. 4 mois. Ah oui, les mecs qu'on envoie, ils disent, bon, t'as passé 2 heures, là, qu'est-ce que tu me rapportes, Coco? Sinon, moi, je suis parti 4 mois. Iran, Afghanistan, Khyber Pass, jusqu'à Goa, Katmandou. Où j'ai distribué du LSD aux moines zen. C'est Avec pas vrai. Timothy Leary. Oui, monsieur. Ils savaient Enfin, c'est pas moi. comment Quoi quoi Ils savaient ce que tu leur donnais? Mais bien sûr, on n'est pas des... On est venu avec C'est Timothy Leary, on leur disait, voilà ce que l'Occident prend pour se péter la gueule et pour agrandir son champ de conscience. Oh, non, c'est pas il l'a péter bien la vendu. gueule. C'est, non, mais c'est agrandir son champ de conscience. Est-ce que vous voulez prendre... Alors, c'était très drôle parce que donc, on va là-bas dans une lamasserie à 50 km de Katmandou. Donc, on est là et ils disent, mais vous en prenez aussi avec nous? Bien sûr, on a pris tout le temps. Et tu sais, le LSD, je dirais une chose, jamais j'encouragerais, c'est une bombe atomique. C'est-à-dire que si tu es en état vraiment bien, que tu vas dans ta peau, c'est fabuleux. Sinon, c'est Si des tu as la moindre angoisse, ça multiplie et décuple ton angoisse. Ça Et donc, descend. c'est terrifiant. Mm. Et alors, le matin, je me rappelle, on a vu, bon, c'était très bien, parce qu'on était bien, parce que les montagnes, l'Himalaya, tout ça. Et le matin, on se réveille, et Timothy Leary, qui était l'un des grands gourous du LSD, c'est lui, hein, c'est pas moi, c'est lui qui avait organisé ça, mais je l'ai suivi, je l'ai rencontré dans un bar, donc à Katmandou. Et il y avait les moines qui commençaient à sortir, il y avait 2 qui parlaient anglais. Il disait, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de... Alors le type, je regardais, je me rappelle, il dit, écoutez, c'est intéressant votre truc, mais je vais vous dire, j'ai compris la différence entre Orient et Occident. Il dit, ah bon, c'est quoi? Il dit, voyez, on a le même but, on veut grimper au sommet de la montagne. La grande différence entre vous et nous montons à pied, vous prenez l'hélicoptère. C'est ça. Ah ouais. C'est pas mal. Voilà, c'est une des choses que j'ai eues à l'Express. Enfin, j'ai fait beaucoup de reportages et c'était passionnant parce que tu avais une véritable émulation. Puis c'était en grande période de la révolution sexuelle. C'était les extraordinaires sorties des théâtres où tu avais vraiment des créations les de Pologne, d'Italie, d'Amérique, Le Regard du sourd de Bob Wilson. Je me rappelle, j'ai eu des moments extraordinaires avec ça parce que tu allais voir une pièce américaine. Tu disais Le Regard du sourd de Bob Wilson. Et on me dit, oui, mais ça dure 7 heures. Je dis, ça n'a pas la tête, pas passer 7 heures dans un théâtre. Je veux dire, non seulement on passait 7 heures, on sortait après, on n'avait pas eu envie de dormir, on en discutait. C'était tellement... Il y a eu une effloraison créatrice à l'époque, dans les années 70 en France, honnêtement, incroyable. C'est la meilleure période pour toi de ta C'est vie? une très belle période de créativité, mais je n'ai pas la nostalgie du passé. C'était très bien, et aujourd'hui, c'est très bien aussi, dans un tout autre sens. Donc là, on passe au 70-80. Donc après l'Express, tu fais Le Monde, Libé, Nouvel Obs, Ouais, un peu tout. des ouais. journaux que tout le monde connaît, des journaux que tout le monde connaît, mais que tout le monde fait mine de ne pas connaître. Tu as fait Playboy. Lui, Lui, absolument. tu as été rédac chef. Absolument, pendant 2 ans. Et un que je connais pas du tout, qui est Actuel. Ah, tu connais pas Actuel, c'est Non, c'est extraordinaire. quoi Actuel? Alors, Actuel, c'était le journal le plus important des années 70-80. Ok. Actuel, je vais te dire, Comment que je connais pas? c'était le journal de Jean-François Bizot, de Michel-Antoine Murnier, oui, c'était une autre époque. C'est quoi politiquement? C'est Mensuel, c'était un journal d'investigation. ok. C'était un journal, c'était Woodstock. C'était un journal des enfants de Woodstock, c'est des enfants de la pop musique, c'était ça. Rappelle-toi, Woodstock, 69 et compagnie. Eux, c'était pas le côté gauchiste, c'était beaucoup moins le côté gauchiste 68 art que le côté, parce qu'il y avait les deux courants, c'était ça. Et le gauchiste 68 art, des curés maoïstes et autres, et tu avais les jouisseurs de Love, Peace and Love, Sex and Drugs and Rock and Roll. Okay. C'était ça, hein, c'était Sex and Drugs and Rock and Roll. Bon, Yann Dury, fabuleuse. Et donc, moi, j'étais un peu au confluent, parce que les deux m'intéressaient. L'une, pour regarder chimiquement pur le cirque, c'était les curés maoïstes, et l'autre, parce qu'il y avait de la très bonne musique. Ouais. Ouais, c'était quoi tes grands groupes? Ah bah, attends, hein, Jimi Hendrix, Ouais. Bob Dylan. Ouais. Non, Je suppose que tout cela, tu les as vus en vrai. Hein, ouais. Moi, je n'aime pas. Ouais, Rotterdam et Île de White, de l'époque. Enfin bon. Et donc, et là, Actuel, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un journalisme formidable, ça s'appelle le journalisme déguisé. Déguisé. Oui, c'est-à-dire, on était le mensonge qui dit la vérité, et pour moi, c'est une des plus belles formes de journalisme. C'est-à-dire, tu sais très bien Ça que fait si macronisme, hein, Hein le mensonge qui dit la vérité, ça sonne tu veux... très... Mais pas du tout, parce que Macron, c'est le mensonge qui dit le mensonge. Oui, c'est vrai. Bah oui.
C'est une tautologie, Macron. C'est vrai. C'est pas C'est le vrai. mensonge qui dit la vérité. C'est une totale tautologie, comme on dit. Non. Là, ce qui était intéressant, c'était que, si tu veux, si je veux dire comment je suis dans la peau d'un marchand d'armes, si je dis, je suis journaliste, voilà, et j'ai ma carte, et je vais dire comment enquêter sur un marchand d'armes. On dit, bon, allez, casse-toi, qu'est-ce qu'on a envie de toi? Et j'ai voulu savoir comment, par l'impôt actuel, et on l'a fait beaucoup, s'appelait les impostures. Ça veut dire, je dis, comment tu es accueilli quand tu es un milliardaire? Comme je ne serai jamais ni milliardaire ni millionnaire, j'ai passé une petite annonce dans Sud-Ouest, on peut le retrouver d'ailleurs, où j'ai mis importante société du Golfe, c'était en 81-82, veut investir dans le domaine vinicole, immobilier et industriel. Et je m'appelais Mohamed Zaker, j'avais fait des cartes et j'avais envoyé ma secrétaire blonde, bien sûr. Et j'ai dit, écoute, si personne ne répond, bon, on laisse tomber. Et donc, je l'appelle le lendemain, il me dit 400 demandes de rendez-vous, Bordeaux est en ébullition, il y a un milliardaire arabe qui arrive. Et j'ai acheté Bordeaux pendant une semaine, mon cher Greg. Quoi? J'ai acheté, faussement, bien sûr. C'est-à-dire, j'ai pris une suite au Frantel. Ouais. Et j'ai pris des rendez-vous. Et je ne parlais que anglais avec l'accent arabe. Et ça a été un grand moment de l'histoire humaine. J'ai eu 200 rendez-vous. Et les gens venaient en disant, le milliardaire arabe est là. Il cherchait à vendre. Tout. On m'a tout vendu. Tout. Tu veux des détails? Vas-y, je veux que ça. Je suis conscient. Il y a un mec qui arrive. Ouais. J'ai de garder les dossiers parce qu'il arrive très bien mis. Il dit, Monsieur Zaker, alors il parle ma secrétaire. Je suis censé ne pas comprendre un mot de français parce que sinon ça va pas. Bah oui. Eh oui. Donc c'était très dur, tu sais, parce qu'il fallait que je me morde les lèvres parce qu'à des moments tu as Pourquoi tu t'es pas fait passer pour un milliardaire libanais qui justement parle couramment français? Mais milliardaire libanais, c'est pas un milliardaire du Golfe. Ah, c'est moins exotique. Bon, mais le Liban n'a pas de pétrole, tu rigoles. Il faut aller au Golfe. Moi, je voulais être un milliardaire koweïtien ou qatari. Ben oui. Ok. Comme m'a expliqué Dominique Villepin, on sait où c'est l'important. Et donc, je vais là-bas. Et donc, si tu veux, elle me dit, il y a 400 personnes qui veulent vous voir. Bordeaux est en ébullition. Donc, arrive un type. Je me rappellerai de la vie. Il me dit, Mr. Zaker, je peux parler en anglais ou ça va pas? Non, allez, on va parler en français. Il m'explique. Il me dit, voilà, on sait que les Arabes, vous n'utilisez jamais de papier de toilette. Ah bon, je ne savais pas que les Arabes n'utilisent pas de papier de toilette. Il me dit, donc j'ai inventé un appareil qui va, vous êtes déjà riche, vous êtes encore plus riche, et moi, ça va faire ma fortune. Ah, je lui dis, c'est quoi? Il me dit, le bidet à jet d'eau et air comprimé. Jet d'eau pour laver, air comprimé pour sécher. Alors, je lui dis, very interesting, my friend, bring it to me. Je lui fais faire une démonstration. Tu fais vachement bien l'accent anglais parlé par un mec du Golfe. Of course, my friend. I am rich. You, Greg Tabibi of the culture, I'm going to buy you radio. Yeah, very interesting radio. Because you make free speech. Very interesting free speech. No, really. You have a good engineer. It's a little... J'y crois. No, I will give you the money to make a big radio. Arrête, je Greg commence à y croire. Tabibian, my Je friend. commence à y croire, là, arrête. Donc, le type, tu vois, et j'ai eu comme ça tout. J'ai eu des mecs, attends, j'ai eu 2 bijoutiers de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Ils arrivent, ils disent à ma secrétaire, là, ils ont amené des bijoux, je t'assure, c'est là où tu vois les escrocs, où tu peux partir. Je dis, vous pouvez me les laisser jusqu'à l'après-midi? Ils me disent, oui, je pouvais partir avec. Personne ne savait qui j'étais, etc. Tu vois, pas fait ça quand même, c'est pas mon truc. Et à un moment donné, ils disent, ma secrétaire, est-ce qu'on peut l'inviter à déjeuner? Et ma secrétaire me répond, moi j'écoute, mais tu vois, je suis censé pas comprendre un mot. Ouais. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il aime? Et l'un dit à l'autre, bah attends, c'est un arabe, il faut l'amener au couscous. Bah il aime le couscous. On va l'amener au couscous. Faire. Et l'autre lui dit, mais non, mais connard, c'est pas un arabe d'Afrique du Nord, c'est un arabe du Golfe. Le couscous, ils connaissent pas, c'est un arabe du Golfe. Donc, qu'est-ce que tu lui dis, couscous? Et l'autre lui dit, mais un bougnoul, c'est un bougnoul. Non, en français. Et moi, je me mordais les lèvres, j'en pouvais plus, tu vois. Et je t'assure, j'ai eu c'est fabuleux. Tu vois, parce que là, tu vois, et là, tu as des choses que tu n'auras jamais en tant qu'enquête journalistique, tu comprends? C'était, et j'ai eu comme, alors c'était ça actuel, tu vois. On faisait des trucs, si tu veux, où on se faisait pas. Attends, je me suis fait passer pour un employé de banque au guichet. Au guichet. Tu sais, où les gens. Tu fais pour être recruté? Hein? Non, j'ai un copain. Ok. Il m'a pris pour une semaine, alors bien sûr, okay. Ça c'est un copain. Je lui ai dit, écoute, mets-moi, en plus j'y connais rien, enfin, mets-moi au guichet de la banque, et j'avais tout. Attends, type, il y a une femme qui arrive avec son gigolo. Bon, alors monsieur, je voudrais que vous me mettiez à mon compte tel pour monsieur tel.
Elle lui dit, mais attends, c'était les francs, hein, à l'époque, c'était pas encore l'euro. Il lui dit 5 000 francs, tu es Charlie, tu pourrais me mettre 10 000 francs. Mais quoi, connard, t'es pas content? Il commence à s'engueuler devant moi. Et l'autre qui arrive, il dit, monsieur, écoutez, voilà, j'ai un compte chez vous, mais je voudrais ouvrir un nouveau compte. Ah bon, monsieur, très bien, mais pourquoi? Puisque vous êtes... Oui, mais vous comprenez, il y a des choses que je veux dissimuler à ma femme, alors est-ce que je pourrais un nouveau compte? Tu vois, tu as la vérité que tu ne peux jamais avoir si tu vas avec ta carte de presse. Il y a un autre coup que tu as fait, qui est un coup légendaire. Et ça, je veux que tu le racontes. Parce que là, on rebouge d'une décennie, on arrive dans les années 80. Et si je te dis Opération Caton, Ouais. Oui, il faut que tu racontes ça. Il faut que tu racontes Alors, cette opération que tu as montée avec Jacques Attali, c'est ça? Alors, c'est une opération... 83, l'année de ma naissance. 83, l'année... Oui, ça a commencé en 4-22. Mais je vais te dire, je suis très fier de cette affaire parce que j'ai fait un détournement de commande par rapport à ce que m'avait demandé Attali et par ailleurs à Mitterrand. Ah, alors attends, faut reprendre depuis le début pour les gens qui vraiment connaissent pas. Alors, ils savent qui est Jacques Attali, mais pas plus. Oui, et en plus, j'avais fait un best-seller absolu à l'époque où je peux te dire que je suis à l'origine de la carrière de Jacques Lang. En 1977... L'origine de la carrière de Jacques Lang? Oui. Alors je ne sais la culture. pas si j'ai envie de te remercier, mais on va le prendre comme ça. En 1977, il était l'époque en 78, la gauche allait gagner les législatives. Et Giscard, qui était président, avait accepté la cohabitation. Donc, avec mon éditeur, c'était Pierre Belfond, on s'est dit pourquoi on ne fait pas un bouquin de politique-fiction qui s'appelait Les 180 jours de Mitterrand, où pendant 6 mois, Mitterrand est Premier ministre de Giscard. Et honnêtement, pourquoi je te raconte ça? Parce que c'était... Donc, tout le monde attendait à ce que la gauche gagne les législatives de 1978. Oui, il n'y avait pas de surprise. Hein? Il n'y avait pas de surprise à l'époque, c'était sûr que ça allait gagner. Sûr que ça allait gagner. Okay. Sauf qu'ils ont perdu. Oui. Sauf qu'ils ont perdu. Mais... Alors donc, on fait le bouquin, on le fait comme ça, 6 mois, et on fait le ministère. Et je suis assez fier de moi parce que 4 ans avant la prise du pouvoir par la gauche, j'ai fait la moitié des ministères qui étaient justes par rapport à ce que Mitterrand a fait quand il était président de la République. Donc Mauroy, Badinter à la justice, compagnie. Et arrive ministère de la Culture. Et mon éditeur me dit, bon, on va prendre Jacques Ralit, tu as un vieux communiste. J'ai dit, non, allez, prenons Jacques Lang, que je connaissais bien, il était au Sancy. Il me dit, mais Jacques Lang, mais tu rigoles, il n'y a aucune chance pour ça, Jacques Lang. Je dis, mais Jacques Lang, allez, il est à Chaillot, il fait des trucs et tout. Et on a mis Jacques Lang. Et je ne dis pas que c'est moi qui ai fait, mais Mitterrand, ça lui a donné des idées. Non. Et le bouquin, je fais 200 000 exemplaires en un mois. Parce que tout le monde avait peur, ou pas peur, ou espérait la victoire de la gauche. T'assures, j'ai fait un best-seller absolu. Mais quand la gauche a rompu le programme commun, les ventes ont baissé. Donc, Caton est venu après, et Mitterrand, tiens, il a dit, pourquoi vous ne demandez pas à votre copain Berkoff de faire un truc sur les municipales? Moi, je lui dis, il me dit ça, moi, je lui dis, écoute, ça n'a aucun intérêt de refaire une politique fiction, on va faire Caton. Et c'était quoi Caton? C'était le pseudonyme d'un mec à giscardien ou un type de la droite qui regardait passer la gauche qui venait de prendre le pouvoir. Donc, la gauche avait pris le pouvoir en 81, ce bouquin a été écrit en 82. Ouais. Et honnêtement, ce que j'ai raconté, c'est comment la gauche allait faire la politique du capitalisme encore mieux que la droite. Et ça a passé comme ça. C'est-à-dire que si on relit, quiconque peut relire, 40 ans après, plus de 40 ans après, j'ai dit, mais la gauche il ne va absolument pas faire la révolution, ni le socialisme, ni quoi que ce soit. Il y a eu 1 an où ils ont joué un peu, et puis ça va rentrer dans le rang. Et ça va faire un zèle beaucoup plus grand encore que les capitalistes, et d'ailleurs tous les capitalistes l'ont compris. Donc c'était ça Caton, et là aussi on a fait un malheur, mais le rigolo, c'est que pendant 1 an, personne ne savait qui était Caton. Et donc tu fais un ouvrage qui s'intitule De la Reconquête, c'est chez Fayard, qui explose les ventes. Absolument. Et pendant des mois, tout le monde essaie de trouver qui est Caton. Absolument. Mais vraiment, on ne parlait que de ça, tous les journaux, les dîners en ville. Et tu vois, tu as un plaisir quand même non négligeable là, et rare, je dois dire. C'est que tu es dans un dîner, on parle de toi sans que personne sache que tu es. Oh, le kiff. Ça, c'est quand même... T'as l'impression d'être Batman, quoi. Tu sais, c'est la scène dans The Dark Knight où tout le monde discute et il est là en mode... et tu es là, c'est qui et tout. Et tu peux pas savoir. C'est génial. Et les journalistes qui m'en ont voulu, après, ils parlaient, ils disaient, ah oui, là, à votre avis, c'est que ton... Il dit, moi, je sais qui c'est. Il dit, c'est qui? Ben, c'est Catherine Ney, Albin Chalandon. Il dit, comment ça? Ben, Catherine Ney, ça commence par 4. Chalandon, ça finit par on. Donc, Caton. Ah, je dis, remarquable. Alors que c'était pris complètement au hasard. Complètement. Complètement. Et du coup, à un moment, si je dis pas de conneries, les gens ont quand même envie d'avoir un témoignage du Caton en question. Toi, tu peux pas y aller parce que tu as quand même une notoriété qu'on va te reconnaître. Et là, il y a, on va dire, un inconnu. Un jeune inconnu, un conseiller du château assez opportuniste et prêt à tout, qui décide
d'appeler téléphoniquement dans une émission pour se faire passer. Il a joué Caton. Et voilà. Comment il s'appelle, ce monsieur? Il s'appelle François Hollande. Voilà. Et il y a une vidéo de François Hollande qui est encore trouvable et qui appelle en disant « Je suis Caton ». Absolument. Et il disait « Nous autres gens de droite », etc. On peut l'entendre sur France Inter. C'est incroyable. Bon, on va la mettre, clairement. Caton est quelque part au téléphone en France. Caton, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bien. Alors d'abord, pourquoi ce pseudonyme de Caton? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des vérités à dire et que ces vérités ne sont pas forcément bonnes à entendre pour tout le monde et qu'à partir de là, j'ai voulu dire la vérité à mes amis d'abord et la vérité aux Français. La vérité, c'est tout simplement que le pouvoir socialiste ne tombera pas comme un fruit mûr et ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite, revenir au pouvoir dans les mois qui viennent ou même dans les 2 années qui viennent, se trompe et trompe les Français, démobilise nos amis. C'est la première vérité. C'est pas parce que Pierre Mauroy est à Cayenne ce matin que nous sommes débarrassés de la gauche. Deuxième vérité à dire, eh bien, elle est toute simple, c'est que nous reprendrons le pouvoir, nous qui incarnons les valeurs du conservatisme de progrès, que si nous proposons aux Français un projet, des idées, aussi des visages nouveaux, le mien n'est peut-être pas nouveau, c'est pour ça que j'ai pris ce pseudonyme, mais que j'adjure mes amis de se débarrasser des visages qui nous ont conduits là où on en est, c'est-à-dire avec la gauche au pouvoir. Et t'as été proche de Hollande, du coup? Oui, j'ai beaucoup vu Hollande, qui est un type tout à fait sympathique. Tu dînes avec lui, je ne dis pas que c'est très sympathique. Non, il est très sympathique. Maintenant, tu m'aurais dit qu'il serait président de la République. Tu n'aurais pas cru? Non, honnêtement, non. Mais comme tu vois, les surprises sont aujourd'hui extra. Il n'y a plus de surprises, d'ailleurs, aujourd'hui. Tout est possible. Ouais. Mais bon. Non, il était très sympathique. Et puis, attends, pourquoi il a fait ça? C'est parce que Strauss-Kahn, enfin, faut pas revenir de ça, tu connais l'histoire. Oui. Strauss-Kahn. Ouais. Glisse sur ses parties intimes. Et Claude Strauss-Kahn, qui est un claustrophobe de la bite. Voilà. Et les claustrophobes de la bite, ils disent « Let the sunshine in ». Let the sunshine, let the shine in. Tu vois? Enfin bon. Alors, dans les années 90, tu fais une émission, c'est ça? Ça vous regarde sur la 5? Je fais Ça vous regarde sur la 5, suivi par Français si vous parliez, qui a été une émission qui a été formidable, qui est un peu précurseur de ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, il y a 30 ans, oui, c'est à 30 ans. Sur la 5, d'abord la 5, Berlusconi Arsan, et puis la 3. Et je vais te dire, c'est là où, franchement, on peut parler de rétrécissement de la liberté. C'est là où tu le vois, le truc? Ouais. Ah oui. Je passais dans la journée sur le service public. Donc là, on est en 91-92, hein, pour les Voilà. 91-92, des sujets que jamais j'aurais pu aborder ici aujourd'hui. Impossible. Comme quoi? Le sadomasochisme. À quelle heure passe le truc? À 14h. 14h. Une autre France. Je n'ai jamais eu un procès. Tu vois, aujourd'hui, l'Arcom, il serait je sais pas, en coma dépassé, tu vois. Non, mais je veux dire, attends, j'ai fait des sujets sur la pédophilie, la drogue, on a fait des sujets de société très forts. Je n'ai jamais eu, j'ai fait 500 émissions en 4 ans, en 4 saisons. Je n'ai jamais eu un procès. La vache, c'était tous les combien? Pardon? C'était tous les 2 fois par semaine? Non, quotidien. Quotidien, ah oui, 500. On l'enregistrait, oui. on l'enregistrait, mais c'était quotidien, absolument. Ah ouais, la vache. Putain, c'est incroyable. Et ensuite, t'as les années Harakiri. Alors, les années Harakiri, oui. Là, on est en 2000. J'ai racheté Harakiri en 2000. Ah, tu le rachètes? Je rachète Harakiri, mais là, j'ai fait une erreur parce qu'il fallait l'équipe d'Harakiri. J'ai voulu faire autre chose. Ça a duré 1 an. Ah, t'as pas voulu le garder comme c'était, t'as voulu faire un autre truc? Non, oui, et c'était une erreur. Mais l'équipe d'Harakiri s'était dispersée. Et puis, si tu veux, Choron et Cavana étaient... Enfin, l'époque, ils étaient déjà en bisbille complète. Et puis, eux étaient à Charlie Hebdo. Il y avait Choron et Cricri. Enfin, ce sont des détails, mais... Je crois qu'il y a eu un esprit extraordinaire, quand même. Harakiri, alors on parle de ça, le journal bête et méchant de mauvais goût, ça a été un grand moment, je veux dire. Là aussi, c'est impensable aujourd'hui. Tu peux pas faire Harakiri aujourd'hui, ou l'équivalent. Déjà, Charlie, c'est compliqué. Hein, même Charlie, ouais. T'es Charlie, toi? Toujours? T'as été, tu es? Non, mais écoute, moi je suis... C'est pas Charlie ou pas Charlie. Moi je suis pour la liberté d'expression. T'as pas défilé avec le machin? Non. J'ai pas défilé, mais je suis évidemment la liberté d'expression. Et quand on arrive à tuer des gens parce qu'ils disent des choses, c'est quand même... Et on le sait que ça se passe un peu partout dans le monde. Je trouve ça extrêmement grave. Il est mort, l'esprit Charlie? Non, je pense pas qu'il est mort. Je pense que... Il y a un vrai problème aujourd'hui, pour moi.
Je pense pas qu'il est mort. Rien n'est mort. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des humoristes, il y a des gens qui bougent. Je pense quand même qu'il faudrait avoir un peu plus de culture. Il faudrait lire un peu. Il faudrait avoir cette espèce de drive, si tu veux. Mais regarde, tu as des gens quand même. Bon, on n'aime pas, hein, Gaspard Proust. On n'aime pas. Moi, j'aime bien Blanche Gardin, des gens comme ça. Maintenant, effectivement, politiquement, il y a une espèce de... Mais on pourrait en parler longuement. C'est marrant, tu me cites des humoristes plutôt classés à droite pour décrire la survivance d'un esprit de gauche. Mais parce que aujourd'hui, les gens de gauche, à part encore une fois un peu Charlie, mais regarde ce qui est devenu... même le Canard. Le Canard était un journal anard. C'est devenu un journal un peu gauchiste. Si tu veux, c'est toute l'équipe de Libération qui est rentrée dedans. J'ai rien contre, mais c'est beaucoup moins rigolo, le Canard, que ça l'était à une époque. Il y a une époque. Mais c'est bien. Moi, je lis le Canard, je suis lecteur du Canard. Ils sortent des choses, ils sortent des dossiers et tout ça. Mais c'est moins marrant. Moi, j'aimerais bien, si tu veux, que des gens peuvent être extrêmement bons journalistes et marrants. L'un n'empêche pas l'autre. C'est là que ça t'a appris à rire de tout, en fait. Absolument. Et de toi aussi? Ben, bien sûr. Tu sais ce que j'ai chez moi? J'ai un... Tiens, j'aurais dû te l'amener. J'ai tiens, je vais te l'amener, vous le mettrez ici. C'est magnifique, c'est un dessin de Bosc, qui était un des plus grands dessinateurs français. Il y a un mec qui est accroupi, qui fait ce que tu fais quand tu es accroupi, et un autre qui le regarde et disant ce que tu fais de la quand tu es pâtée au chat. accroupi. Hein? Je ramasse mes clés. Non, vas-y, continue, Greg. Non, c'est intéressant. Vas-y. Je branche mon chargeur de téléphone. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais quand tu es accroupi? Caca. Bah, j'aime bien Greg, parce qu'il y a ce côté... Je croyais qu'on allait partir sur la sexualité encore. Non, ça, non, je suis pas coprophage. Non, mais c'est bien Greg, parce que tu vois, ça vient en dernier temps. En fait, il fait ça une fois par semaine, tu vois. C'est ce qu'on appelle l'occlusion intestinale. Non, mais... mais je vais te dire, c'est très intéressant. Il y a un mec donc, qui est accroupi et qui défèque, et un autre qui le regarde en disant « J'aime beaucoup ce que vous faites. » Tout est dit. C'est énorme. Moi, quand j'entends quelqu'un qui dit « Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites », ben, je pense tout de suite à ça, tu vois. Ouais. Première chose, si tu te critiques, si tu n'as pas une position de distance envers toi-même, déjà, tu as un problème. Enfin, pour moi. Et là, c'est à partir de 2001 que tu commences à devenir donc, directeur de la rédac de François. Non, c'est peut-être... Ouais. 2003. 2003, ouais. Avant, tu étais à Maximal, c'est ça? Je ne sais pas de c'est un truc très rapide. 2004-2007, tu présides le Presse Club de France. Et là, c'est le drame. 2011, le tournant à droite. Tu écris un bouquin pour défendre Nicolas Sarkozy. Et c'est là où nos routes se séparent. Oui. Comment le 68 art, il écrit un livre pour défendre Sarkozy? Tu peux me l'expliquer? Je l'ai pas. Alors, je vais t'expliquer. Surtout que tu n'as pas l'air justement de faire ça par opportunisme, d'être intéressé par ça. Donc, vraiment. Je veux qu'on m'explique. Aucun ne m'a donné ni un poste ni quoi que ce soit et je n'ai rien sollicité. Donc, tu vois, c'était gratuit. Non, c'était... La chasse au Sarko, c'était ça? La chasse au Sarko, absolument. Et il se fait attaquer. Il est donc, 2011, il se fait attaquer comme un fou. Et si tu veux... Sur quoi il se fait attaquer? Bah, il se fait attaquer en disant que c'est une tache sur le drapeau, c'est un type qui que quoi. Et à l'époque, je trouvais que c'était vraiment un peu exagéré. Et donc, j'ai fait un bouquin, effectivement, pour le défendre. Pas du tout pour l'aduler, mais pour le défendre. Maintenant, je ne te dirai pas que je ne le relis pas du tout, mais c'est pas la chose la plus importante. C'est pas la chose la que j'ai fait, non. Mais, c'est-à-dire que si tu veux... Allez, moi, je vais te dire, j'ai quelque chose qui, quand quelqu'un est très attaqué, si c'est pas une ordure, si c'est pas, alors à ce moment-là, évidemment, il n'y a pas de problème. J'aime bien défendre les gens que l'on passe au pilori. Vraiment, ça c'est, mais depuis que j'étais gosse, comme ça. C'est quelque chose qui est personnel. C'est pas quelque chose qui pour toi découle de la fonction de journaliste ou... Ah, pas du tout. Non. Okay. Ça c'est quelque chose qui est personnel. Qui est personnel. Okay. C'est-à-dire que quand quelqu'un est attaqué, je dis mais est-ce que vraiment il mérite d'être attaqué comme ça, ou si tu veux, ou vraiment, ou cloué au pilori et vêtu de sceau l'infamie? Alors, il y en a qui le méritent, bien sûr, et d'autres pas. Tu vois, donc voilà. Mais disons que c'est un livre que j'ai fait, que je ne le relis pas du tout. C'était l'époque où on le traitait de tous les noms. Après, évidemment, ce qu'il a fait en Libye, ce qu'il a fait ailleurs, est quelque chose que je trouvais absolument lamentable. Il n'est pas le seul d'ailleurs, mais voilà. Quelle indignité. Donc à partir de 2012, c'est là où tu commences à multiplier, on va dire, les entretiens avec des figures de droite radicale, clairement. Je pense à qui?
Je pense à Christine Tassin, par exemple. Ah non, avec Christine Tassin, on a fait l'apéritif. Fabrice Robert. Oui, c'est un livre qu'on a fait. C'est pas que je les fréquente. Non. On a fait un livre. Oui, ensemble. Tu sais, l'apéritif, enfin, association. Oui, parce que ça m'intéressait de voir qui étaient ces identitaires. Je connaissais pas du tout. C'est vraiment au nom de la liberté, de la curiosité, déjà. Honnêtement, de la curiosité. Qui sont? On disait, ouais, alors, ils sont à la droite d'Adolf Hitler. Je dis, écoutez, moi, je connais pas. Je veux savoir. Faites gaffe, la Terre est ronde, à droite d'Adolf Hitler, ça peut vite arriver à gauche. Hein? Je dis, la Terre est ronde, faites gaffe, à la droite d'Adolf Hitler, ça peut très vite se retourner à gauche. Mais ils le sont déjà. Ouais. Bah, tu parles. C'est la révolution, ce que ça s'appelle. N'oublie pas qu'il y a autant de fascistes de gauche et peut-être plus que de fascistes de droite. Enfin, de toute façon, le fascisme et le totalitarisme. Et c'est quoi Pol Pot? Pol Pot est à gauche. Staline, c'est quoi? C'est un homme de gauche. Alors on te dit non, pas du tout. Non, Hitler est à droite, Mussolini est quoi? National-socialiste. Là, tu tombes dans une espèce de discussion imbécile de Louis Boulka qui n'a aucun intérêt. Ah oui, mais c'est national-socialiste, etc. J'adore. C'est-à-dire que quand les gens n'ont rien à dire, ils font de la réduction ad Hitlerum. Ouais, toi t'es fasciste, toi t'es nazi, toi t'es ceci, toi t'es cela, c'est génial. Ça remplace tous les arguments. Ça remplace une discussion de fond et tu as les béquilles, tu dis allez, je vais t'envoyer ça, comme ça tu as rien à dire pendant une demi-heure. On en est là. C'est intéressant. C'est quoi, du coup, qui fait que tu prends cet éloignement vis-à-vis de la gauche? Parce que la gauche n'est plus la gauche. À partir de quand officielle. À partir de quand elle n'est plus la gauche? 83? Ouais. Tournant de rigueur. À partir de 422, 423, elle n'est plus la gauche. C'est-à-dire, ça fait 40 ans qu'elle n'est plus la gauche. Enfin, dis-moi, c'est quoi, Dominique Strauss-Kahn, c'est la gauche? Si j'ai une étiquette de gauche, c'est-à-dire que moi, je peux faire ce que je veux parce que j'ai une étiquette de gauche. Si j'ai une étiquette de droite, attention, ça va être plus dur. Qu'est-ce qui s'est passé? La gauche avait le monopole du bien, le monopole de la vertu, le monopole du... Alors, tant que c'était en opposition, c'était formidable. Et après, quand c'est venu au pouvoir, ils ont rencontré le pouvoir, je te dis. Ils sont devenus, je te dis, ils ont découvert la ville d'or et d'argent, ils sont devenus propres sur eux, etc. Mais moi... je n'ai pas de problème avec les individus de gauche et de droite. On parlait de tes interviews tout à l'heure. Il y en a deux autres que j'avais mentionnées au début. Et que t'enchaînes en plus, 2015-2016. Et là, tu fais deux fois polémique. T'interviews Assad en 2015 et Trump en 2016. Exact. Alors, et t'avais fait Castro avant. Alors, première question, si là, on dit les trois sont vivants, tu dois bouffer avec... Là, t'as une soirée, tu peux bouffer avec un des trois. Lequel? Trump. Sans hésitation. Ouais. Trump me fascine. Enfin, Trump est passionnant. Parce que t'as été le premier journaliste français à l'interviewer, il faut le préciser, on est en 2016. Et il est alors candidat. Absolument. Ouais. Et tu fais un bouquin d'ailleurs dessus. Hein? Tu fais un bouquin même. Tout à fait. Tout à fait. Dans la suite, j'ai fait un bouquin parce que tout le monde m'avait dit, mais pas seulement en France, en Amérique, qu'est-ce que tu perds ton temps avec ce clown qui n'a aucune chance de gagner face à Hillary Clinton? Tu peux pas savoir. On me considérait comme une espèce... C'est ridicule, perds pas ton temps. Je dis, écoutez, ce type est intéressant. Et j'ai passé 1 heure avec lui, et après, je suis allé voir 2 de ses meetings. Et comment tu le rencontres déjà? C'est simple, tu l'as... Non, pas du tout, par une intermédiaire d'une amie qui le connaît bien, et qui a arrangé le rendez-vous à New York, et je suis parti à New York, et je l'ai vu à Trump Tower. Et ce qui est intéressant chez ce type, c'est qu'il ne m'a parlé pas du tout quand journaliste français, je lui parle au public européen, il n'avait rien à faire. Il parlait comme si j'étais venu du Milwaukee ou du Wisconsin. Et c'est ça qui est intéressant. Et il m'a dit des choses que j'ai retrouvées à la télévision. Et je me rappelle, on avait 20 minutes. Je dis, attends, je ne vais pas faire Paris-New York 20 minutes, quoi, là. Et je lui dis, attendez, à un moment donné, et je lui dis, comment je peux le garder? Je parlais du Bataclan, du massacre du Bataclan. Il s'est rassis, là. Je me rappelle tout, il m'a dit, mais vous les Français, mais vous êtes devenus des chiffres molles. Quand il y a 3 personnes qui viennent, et qui vous massacrent comme des lapins, tir au pigeon, et vous répliquez pas. Et là, je me rappellerai, il va dans son tiroir, il cherche un revolver, il dit, tu vois, moi, j'aurais été au Bataclan, j'aurais tiré. Ouais, Peut-être que j'aurais été, je serais mort, mais j'aurais tiré. Et l'interview d'Assad, alors? Alors Assad, je suis allé... Raconte-la moi. Alors lui, déjà, encore plus dur de le rencontrer. Pourquoi tu veux le rencontrer? Est-ce que lui, il y a quelque chose de politique, d'affinité? Non, c'est pas que je veux. Je dis, comment c'est pas ma... J'étais invité par SOS Chrétien d'Orient. Okay. C'est l'association SOS Chrétien qui organisait un truc. Et par là, évidemment, à l'époque, on a rencontré Bachar el-Assad parce qu'il voulait, lui, raccorder avec les gens qui voulaient... Or, ce qui est intéressant, je vais te dire,
La seule chose dont je me rappelle, c'est qu'on était en Damas la veille du Bataclan. On a suivi toute la nuit, la veille. Et il a dit, Bachar el-Assad, je me rappelle très bien, il a dit, vous savez, ce qui nous arrive à ça, vous allez avoir vous aussi. Alors, il dit, mais comment, qu'est-ce que vous racontez Il y a encore des conneries pour sa propagande. Et bien, la veille, il s'est passé ça. Et moi, je vais te dire ce qui m'avait touché, c'est depuis 2011, donc il y a eu la rupture, il y avait un lycée français, il n'y avait plus un seul professeur. Il y avait des livres, des journaux en français. Qu'est-ce que ça avait faire? Les Syriens, c'était la puissance mandataire française comme au Liban, et c'était francophone. Rien, personne. Les hôpitaux, c'était les Chinois et les Russes qui arrivaient parce que les Français avaient refusé de donner aux hôpitaux des équipements de rechange. Et attendez, que vous détestiez Al-Assad ou pas, enfin, les Syriens, pourquoi vous punissez les Syriens? Les Syriens étaient francophones, sont francophones, vous les punissez. Et vraiment, moi, c'est ça qui m'a frappé. C'est pas Bachar el-Assad en tant que tel. Et puis, bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Voilà, on disait, il fallait détruire Hollande, Fabius, Al-Assad. Mais Al-Assad, qui allait remplacer Al-Assad? C'était Daesh, c'était Al-Nosra, c'était les islamistes. Ça aussi, tu vois. De quoi on parle? C'est-à-dire, c'est très, très joli de faire... mais on a une diplomatie qui a été basée sur même pas l'émotion, sur des espèces de vapeurs. Alors que, comme De Gaulle a dit, une nation n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Et où sont les intérêts de la France? On aimerait rien savoir aujourd'hui. On a parlé de tous les gens, on a parlé pas de tous, mais des personnes les plus polémiques que tu as interviewées. Il y en a que tu n'as pas interviewé, que tu regrettes? Que tu as manqué? Non, parce que... À part Napoléon, enfin, je veux dire, voilà, mais des gens t'auraient pu... Et... Non, Napoléon, j'ai essayé, mais il n'a pas voulu. Non, non, l'attaché de presse de Napoléon... Très dur. M'a dit que c'était pas le moment. Puis j'ai vu Ridley Scott, là, c'est sa femme, en plus, l'attaché de presse. Elle est détestable, il paraît. Je sais pas, je connais pas. Non, si tu veux, il y a une chose que je voudrais dire par rapport... Mais ta question, elle est intéressante parce que... j'ai autant de plaisir, et vraiment, et c'est pas du tout de la démagogie, d'interviewer des gens totalement inconnus que des gens célèbres. Je me fous de ça. C'est pas la notoriété de la personne qui m'intéresse, parce que je dis, si je vais interviewer lui, ça va être formidable. Oui, il y a des gens formidables, il y a des gens tout à fait passionnants, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple très précis. Dans l'émission que je fais sur Sud Radio, quand il y a eu le gazoduc Nord Stream qui a été saboté. Il y a eu tout, on disait c'était c'était les Russes, c'était non c'est les Ukrainiens, non c'est les Norvégiens, etc. Moi je dis attendez, moi je sais pas ce que c'est qu'un gazoduc, je voudrais comprendre. Et comment on peut saboter un gazoduc? Qu'est-ce que c'est? Sans quel matériau et tout? Et j'ai fait demander et j'ai eu un ingénieur des pétroles qui est venu des mines et qui dit voilà ce que c'est qu'un gazoduc, voilà on le fait. On a fait 3 quarts d'heure avec lui. Vraiment totalement à lui inconnu, qui a expliqué la mécanique. J'ai fait 1,5 million de vues sur YouTube. Pourquoi? Parce que les gens ont envie de comprendre la mécanique. Voilà, ils ont envie de comprendre. C'est quoi le truc? Alors après, c'est les Ukrainiens, c'est les Américains, les Anglais, les machins et compagnie, oui. Mais comment ça marche? Comment marche le système? Et quand j'ai fait venir les Perron, les Raoult, tout ça, en disant, écoutez, c'est plus compliqué que ça. Oui, tous vaccinés, tous protégés, tout va bien, le masque, le ceci, le cela, les busins, le camp, la chauve-souris, le pangolin et tout ça. Puis à un moment donné, il y a des gens qui se posent des questions. Et tu vois, le vrai truc à dire, moi je me méfie complètement d'un type ou d'une femme qui aurait réponse à tout. Il faut avoir question à tout. Question à tout, c'est fondamental. Après, réponse à tout, personne n'a réponse à tout. Moi, je ne m'estime ni médecin, j'y connais pas grand-chose, mais je ne vois pas au nom de quoi on mettrait vraiment, on écarterait, faut pas l'entendre. Tu vois, il y a 2 choses que j'ai entendues sur le service public. La présidente de France Télévisions, ça m'avait frappé parce que tout est résumé là. Delphine Arnault,
président de France Télévisions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la France telle qu'elle est, c'est la France telle que je voudrais qu'elle soit. Alors tout d'abord, je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, parce que si on représentait la France telle qu'elle est, on aurait toujours 5% de femmes dans les dans les expertes. Pardon de dire ça comme ça, mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Fabuleux, quand même, fabuleux. Je veux dire, je me fous du réel. Ce que je veux, c'est ma perception du réel. Et le reste, vous n'avez pas à savoir. Et la nouvelle directrice de France Inter, nous n'avons aucune liste noire, nous parlons de tout. Mais, attention, ceux qui osent mettre en question le réchauffement climatique sont interdits chez nous. Formidable. D'un côté, alors regardez, moi, il n'y a pas de liste noire, je suis ouvert à tout. Attention. Mais, voilà. Comme disait Orwell admirablement, tous les hommes sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Ouais, mais mais c'est irresponsable, André. Les fake news détruisent notre démocratie. Ah, bien sûr. Il paraît. Tu fais appel aux conspiracies. Oui, c'est ça. Conspiracies. Ouais, en 2 mots. En deux mots. Bah oui. Non, mais je veux dire que les fake news, il faut rigoler. Il y a toujours eu des fake news depuis le début de l'humanité. Simplement, les gens n'en faisaient pas un fonds de commerce. C'est tout. Et les fake news, on les débunk, on essaie d'expliquer et on fait la polémique. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que tu as une partie des gens qui veulent t'imposer un discours au nom de leur soi-disant idéologie. Sauf que cette idéologie, elle est teintée de monnaie sonnante et trébuchante. Les conflits d'intérêts, c'est formidable. Big Pharma a 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Eh oui, c'est intéressant. 500 milliards de dollars, ben j'achète 50 milliards, j'achète combien de médecins, combien de... Voilà. Enfin. Et donc, en toutes ces années, t'as eu quoi? T'as eu combien de procès? Écoute, 2. je sais même pas, j'ai jamais eu de procès. Ah si T'en as un qui arrive avec Thomas Durand, là. Thomas Durand. Ah oui, c'est sur ta page Wikipédia, début 2024. Il fait l'objet d'une plainte. Putain, le mec est pas au courant. Oh, merde, la mauvaise nouvelle. Il fait l'objet d'une plainte pour cyberharcèlement déposée par le vidéaste Thomas C. Durand. Qui c'est Thomas Durand? La tronche en biais. Hein? La tronche en biais. Ah oui, c'est normal. Oui, la tronche en biais, oui. Il t'a mis un procès. Si t'es pas au courant, faut appeler ton avocat. On peut faire une pause. Hein. Je veux dire, il y a vraiment un truc là. Écoute, je sais pas ce que c'est. Oui, effectivement, parce que... Mais attends, la tronche en biais, oui, comme tu parles, c'est intéressant. Il n'arrivait pas à parler au micro à cause de ça, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il parlait comme ça, tu vois. Il était... Non. Un jour, ça n'avait rien à voir avec moi, et c'était avec Idriss Aberkane. Il avait attaqué Idriss Aberkane. Ouais. Et donc, il m'a demandé un droit de réponse parce que Idriss Aberkane avait parlé de lui. Je lui ai donné un droit de réponse. Et je l'ai démonté. Le type disait n'importe quoi, il me dit oui, mais vous comprenez, vous l'avez défendu, etc. Je l'ai vraiment démonté. Oui, on a vu. Vous-même, vous ne portez pas plainte contre Idriss Aberkane? Écoutez, moi, je n'ai pas des moyens infinis comme les siens. Je n'ai pas des amis millionnaires comme Monsieur Azalbert, donc je vais faire ce que je peux. Je suis en train de réfléchir à peut-être le faire. Ça demande, excusez-moi, Thomas Durand, ça demande, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour déposer plainte, franchement. Non, mais enfin, quand vous êtes pauvre, on peut vous insulter quand même plus facilement. Ouais, peut-être que vous l'ignorez, parce que vous avez la chance de ne pas être pauvre. Oui, écoutez, vous êtes pas un prolétaire SDF, que je sache. Non, très sincèrement. Non mais attendez, ce qui est extraordinaire là-dedans, vous avez déjà eu 3 minutes, vous ne répondez pas sur le fond. Est-ce que ce qu'il dit est complètement délirant et faux ou pas? Or, vous me dites qui est Aberkane, c'est un docteur, c'est pas un docteur, et vous me dites, je ne savais pas s'il a déposé plainte. Il a déposé plainte le 27 octobre pour cela. Après, moi, le reste, je ne sais pas. Il a eu raison ou pas raison, sa plainte est fondée ou pas. Vous ne savez pas, mais vous donnez 38 minutes à quelqu'un qui ne sait pas. Je donne 38 minutes à quelqu'un qui a expliqué au-delà de votre cas comment fonctionne effectivement un certain nombre de gens. Après, s'il a fait un procès, c'est bien, je ne sais pas, qu'il fasse un procès, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a justement, d'ailleurs, tu dis que tu l'as reçu sur Sud Radio, c'est un peu la dernière partie, les années Sud Radio. C'était plus belle, enfin, c'est quoi de toutes les médias dans lesquels tu as bossé, dans lesquels tu t'es le plus éclaté, ou dans lequel on t'a laissé le plus libre, ou parce que je pense que ça doit être ça pour toi le critère principal, je me doute. C'est lesquels où tu garderas la meilleure expérience? Écoute, l'Express a été formidable, mais je te remercie de poser la question de Sud Radio, parce que Sud Radio, il s'est passé quelque chose, tu vois, ça fait 50 ans. C'est en 2018 que tu rentres. 2017, ou je sais pas, oui, un truc comme ça. Je vais te dire, ce qui est intéressant, la notoriété, je l'ai depuis longtemps, c'est pas le problème, mais Sud Radio, j'ai eu quelque chose qui m'a touché très profondément.
c'est que je suis arrivé, au début de la période Covid. Et que à Sud Radio, où j'ai effectivement une liberté totale de choix des invités, de ce que je dis, etc., faut le reconnaître. Je l'avais avant, mais ça, je l'ai complètement. Ce qui est intéressant, c'est la réaction des gens. Et j'ai eu cette réaction qui est que, écoutez, merci d'être là, merci de vos invités, merci de nous laisser la tête, merci d'être une bouffée d'oxygène. J'ai ça tout le temps. C'est là où tu as reçu le plus de retours. Oui, et de retour en disant... Restez comme vous êtes, on compte sur vous, ne lâchez rien, etc. Mais tout le temps. Et ça, c'est la numérisation des médias qui te permet de l'avoir. Parce que l'Express, tu pouvais recevoir une lettre d'une groupie, mais c'était pas tout le temps, quoi. Là, c'est là, c'est la numérisation, là, c'est YouTube, là, c'est etc. Tu prends ça. Et surtout, mais là où je le sens, c'est pas seulement les mails ou les trucs que je reçois. C'est que quand je me balade en France, et je me balade beaucoup parce que j'aime beaucoup bouler, les gens, tout genre, des jeunes qui sont dans le métro, des gens que je croise dans un café, honnêtement, qui me disent « Ah, merci ce que vous faites. » J'avais pas ça avant comme ça. C'est-à-dire que le côté « Ah là là, vous suivez, merci. » C'est-à-dire, par exemple, je vais te raconter, il y a depuis 2 ans, je reçois des t-shirts customisés de quelqu'un de Lille. Des t-shirts, j'en ai reçu 40 en 2 ans. Bon. Et avec des... Et j'avais envie de remercier, mais je ne sais pas qui c'est. Et un jour, j'étais, je ne sais pas où, à Saintes, il y avait une conférence. Quelqu'un me dit, mais je connais cette personne, je l'appelle. Elle habite Lille. Hein, et je lui dis, écoutez, madame, je vous remercie vraiment, mais je voulais vous remercier, vous ne mettez jamais ni votre nom ni rien. Elle me dit, mais c'est pas à vous de me remercier, c'est moi qui vous remercie. Monsieur, et vraiment, je vous remercie du fond du cœur. C'est pour ça que je dis, pourquoi vous n'avez pas à me remercier? Et il dit, oui, j'étais avec des envies de suicide au moment du Covid, et votre émission, écoutez votre émission, m'a fait vraiment sortir la tête hors de l'eau. Et là, tu te dis, mais je fais pas ça pour rien. Tu vois, alors que j'ai des décennies de médias derrière moi, ça, j'avais pas eu ça. Tu vois, j'avais pas eu, si tu veux, cette espèce de reconnaissance au sens, comment dirais-je, au sens existentiel du terme, tu vois, vraiment. Et ça me touche. Je me dis, bon, écoute, ça va, on fait pas ça pour rien, quoi. Et puis des fois, j'ai l'impression que c'est un peu... c'est la psychanalyse de Café du Commerce ou c'est le pétard, mais j'ai l'impression que tu fais... C'est presque une thérapie, quoi. J'ai l'impression que tu y vas pour gueuler. Si tu y allais pas, c'est comme moi quand je vois mon psy, quoi. Sauf qu'il y a des millions de gens qui écoutent. Mais quand on me dit, oui, mais Berkoff, tu fais exprès. On se dit, si une semaine il est pas là, il va éclater entre-temps. Non, possible. Mais c'est pas ça. Quand j'entends la connerie. Oui, la connerie, c'est intéressant. Quand j'entends, et Dieu sait si là. Oui, je réagis. On me dit, ouais, tu réagis, tu fais exprès, tu mets en scène, mais pas du tout. Pas du tout. Quand j'entends des trucs intéressants, c'est très bien. Et à un moment donné, tu vois, par exemple, et je vais dire, je la répète parce que c'est pas de moi, c'est d'Audiard. Et 2-3 fois, je suis allé chez Hanouna. Et évidemment, quand j'ai rencontré certaines personnes, je les ai traités de cons. Et à un moment donné, chez Hanouna, mais je suis content d'avoir répété cette phrase d'Audiard à la télévision. Audiard a fait beaucoup de choses sur les cons, comme tu sais. Mais la plus belle, pour moi, c'est parler avec un con. Et essayer de le convaincre, c'est comme se masturber avec une râpe à fromage. Beaucoup de souffrance pour peu de résultats. Et je l'ai dit à Gilles Verdez. Mais voilà. Oh, ça fait partie des plaisirs de la vie, c'est pas grave ça. Bon. Et du coup, non, j'ai presque envie de dire que c'est une super façon de conclure, en fait, en vrai, cette magnifique citation d'Audiard. À moins que tu aies une dernière anecdote. Non, si tu veux, mais c'est très bien. Moi, je suis très content de cet entretien. D'ailleurs, je me dis, pourquoi on dit à bâton rompu? Tu sais, on dit à l'entretien à bâton rompu. C'est vrai. Et je me suis demandé, il faudrait que je cherche, je vais demander à mon amie Marie, qui est une grande sémanticienne devant l'Éternel, pourquoi, et tu sais, c'est comme un jour, si tu as eu un truc comme ça, quelqu'un qui disait, et ça a fait un gros problème, on l'a traité d'homophobe, mais ça n'avait rien à voir, il dit, quelqu'un, je sais pas, était mort, et on l'a remplacé au pied levé. Et il a voulu faire un truc, il a dit, on l'a remplacé à pédale levée. Et elle a eu un procès. Alors que vraiment, il ne pensait pas du tout que c'était un... Ouais, tu vois, alors. Tu vois, il faut faire très attention aux mots. Hein. Il ne faut pas être en mauvais termes avec les mots. Belle façon de conclure avec toi, celle-là. Eh ben voilà, on termine par une citation d'André. Merci à toi d'être venu. Merci Greg, eh bien, j'étais ravi d'être là. Merci à la régie, merci à l'invité, merci aux spectateurs. Et comme on dit ici,
Merci Cognac Jet, à vous les studios et à très vite.